Comme je le mentionnais précédemment, ça fait un bon bout de temps que je vois Raphaël Jacob souvent à la télé parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Puis là, ça commence souvent par « Sébastien, si vous me donnez 2 minutes. » Ou « Patrice, est-ce que je pourrais, si vous me laissez le temps, si seulement j'avais le temps. » Puis là, bon, il parle à Radio-Canada. C'est toujours bon en passant, c'est pertinent. Puis je comprends très bien le format. Je respecte ces collègues-là. Je sais c'est quoi. L'horloge, je travaille avec ça depuis des années. Mais là, on a voulu faire un peu différemment. La dernière fois, on a invité Raphaël Jacob. On a dit hey, « On va prendre le temps de parler de l'affaire Jeffrey Epstein. » Et croyez-le ou non, mais l'entrevue s'est terminée par une négociation en direct. Là, Raphaël disait, donne-moi encore 2, encore 3, encore bon. C'était super le fun, les auditeurs ont énormément apprécié. Et là, on a lancé en ondes l'idée de le recevoir. On dit, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas 1 heure? Là, on prend le temps, là. On va pouvoir jaser, faire mon intro. Des fois, je sais que mes intros sont trop longues. Mais là, on va prendre le temps et les auditeurs unanimes ont dit oui, 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 on veut ça. Alors, il est de passage à Québec pour donner une conférence. Ça donne bien. Raphaël Jacob de la chaire Raoul Danturin est avec nous en studio. Mais ça va? Comment veux-tu que ça aille mal? 1 heure. 1 heure de temps. De la radio comme ça, j'en fais depuis 15 ans. Ouais. Jamais est-ce qu'on m'a offert cette chance-là. C'est extraordinaire, mais sais-tu quoi? C'est pour une bonne cause. C'est-à-dire parler de quelque chose qui prend du temps à bien couvrir et qui est extraordinairement important. Donc, avant d'aller plus loin, je pense que c'est toujours important de rappeler pourquoi il faut en parler. Il y a l'aspect sensationnaliste, disons-le très franchement, de façon très carrée. Pour les médias majeurs, il y a un incitatif depuis la première heure d'en parler parce que ça vend de la copie. Évidemment, tu combines personnalité publique, scandale sexuel, controverse, criminalité, tu mets tout ça ensemble, c'est un cocktail qui est irrésistible. D'un point de vue de politologue, c'est essentiel qu'on continue d'en parler parce que ça va au cœur même de ce qu'est ou n'est pas un système démocratique. C'est-à-dire qu'en principe, aux dernières nouvelles, les États-Unis sont une démocratie. Aussi imparfaite soit-elle, une démocratie représentative. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que dans une démocratie représentative, en principe, les gens qui dirigent le système, qui tirent les ficelles, sont ceux et celles qui sont élus par la population. Et également en démocratie, en principe, tous et toutes sont égaux devant la loi. Toute la saga Epstein remet de façon fondamentale en question ces idéaux-là. Normalement, c'est les gens qu'on voit à TV, c'est les gens qu'on a élus, nous, le peuple, qui doivent diriger. C'est ça. Alors que là, on soupçonne, mais ça a toujours été, puis je veux faire un petit détour par l'histoire un peu. Là, on peut soupçonner qu'il y a des gens derrière. Il y a des gens, des élites corrompues qui ont une certaine influence qu'ils ne devraient pas avoir. Et ça, je pense que oui, il faut en parler. Petit détour, j'aime la politique, mais ma passion à moi, une de mes passions, c'est l'histoire. Je sais que pendant cette heure-là, il y a des gens qui vont écouter, convaincus que ça va être intéressant, mais à un moment donné, ils vont peut-être se dire, on rentre-tu dans le complotisme? On est-tu rendu dans la conspiration? Butch, qu'est-ce que tu fais là? Je veux juste vous parler d'histoire un peu. Oui, il y a des théories loufoques de conspiration. Mais si vous vous intéressez à l'histoire, moi, je suis juste un amateur. Il y a eu dans l'histoire, écoutez-moi bien, là, ça va juste prendre 1 minute, là, on a du temps pour une fois, il y a eu des complots. L'assassinat de Jules César en moins 44 est un complot. Il n'y avait pas que Brutus qui tenait un poignard. Il y avait une 50aine de sénateurs qui avaient des couteaux. OK? L'arrestation des Templiers, ça se passe un vendredi 13 octobre. La malédiction du vendredi 13, ça vient de là. Tous les chevaliers sont arrêtés simultanément en quelques heures dans le royaume de France au complet. C'était une conspiration. Bon, on va s'approcher un peu de nous, mais je vais m'arrêter parce que c'est l'histoire récente. Octobre 70, pour certains, il y a un complot du fédéral qui se sert de ça pour freiner le mouvement souverainiste. Alors, vous lirez des Éric Bédard, des Jean-François Lisée, il y a des gens qui prétendent qu'il y a peut-être eu, mais là, c'est très récent, on va faire attention. Donc, des vrais complots, des conspirations, il y en a eu et il y en aura. Est-ce qu'Epstein en est une? Là, on verra. Ah non. Mais il y en a eu. On verra pas. On voit. On devrait voir. Dans le cas Epstein, et ça, c'est fascinant que le commun des mortels ne le sache même pas presque 20 ans plus tard. C'est pas une théorie du complot. C'est pas une prétention de complot. C'est un tribunal américain qui a déjà statué formellement qu'il y avait eu complot entre Jeffrey Epstein et le gouvernement américain. Parce que sans rentrer tout de suite dans tous les détails de l'histoire, je pense que c'est important de le mentionner d'emblée. Jeffrey Epstein, oui, évidemment, s'est fait inculper une 2e fois, ce qui a mené à sa mort. On pourrait revenir sur sa mort, si tu veux, là, en prison en 2019. Mais une des raisons pour lesquelles la 2e inculpation était aussi scandaleuse, c'est qu'elle survenait alors que ce type-là n'aurait pas dû être, en principe, en liberté parce qu'il avait déjà été inculpé dans les années 2000. Bon, pourquoi est-ce qu'il avait été inculpé et relâché avec une peine bonbon? Selon, encore une fois, le tribunal américain que je viens de vous citer, parce qu'il y avait eu
complot. Parce qu'on lui avait fait un deal pour le moins douteux, pour le moins mystérieux, par rapport auquel, soit dit en passant, encore une fois, presque 20 ans plus tard, on n'a jamais entièrement fait la lumière. Alors, il ne faut pas avoir peur un peu là, du mot complot, conspiration. Oui, ça a été galvaudé un peu ces temps-ci, mais ça existe. On va commencer par le début, Raphaël. Okay. Jeffrey Epstein, c'est un prof de maths, sans diplôme. Exact. Comment je veux qu'on parle de son ascension rapide? Et là, alors qu'il était encore dans la vingtaine, ce prof de maths-là devient un financier milliardaire de Wall Street. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les débuts de son ascension? Avant de parler de Bear Stearns, avant de parler de Wall Street, peut-être une minute, je leur dis, tu n'as pas idée comment je compte. Tu l'as, là. Le temps, c'est-tu le fun? Et je veux renchérir sur ce que tu as dit aussi en ouverture. Pour les collègues, non seulement de Radio-Canada, mais de tous les médias avec lesquels j'ai pu collaborer depuis les dernières années, je comprends que c'est juste la nature de la bête d'être limité dans le temps. L'échange de ça, ou l'espèce de trade-off, excuse l'anglicisme que tu fais, c'est que tu as un auditoire qui est plus vaste, tu as une crédibilité publique qui t'est donnée. Donc, c'est un privilège, mais qui vient avec cet aspect-là qui est frustrant. C'est sûr qu'on a plus de contenu à livrer. Donc là, présentement, faisons-le. Donc, la première vraie job qu'il a. Et là, je vais me limiter, pour l'heure qu'on va faire ensemble, à tout ce qui est factuel. Je vais essayer de minimiser le plus possible tout ce qui est extrapolation, tout ce qui est théorie. Je vais me limiter aux faits et aux questions légitimes que ça peut soulever. Donc, premier fait, première question qui peuvent être liées à ça. Il est dans la vingtaine, au tournant de la vingtaine, on est au milieu, fin des années 70. Se fait engager, effectivement, dans une, non seulement école de New York, une des plus prestigieuses, qu'on surnomme une prep school. On l'appelait à l'époque la Dalton School. On l'appelle encore la Dalton School. Le directeur de l'établissement, la même année où Jeffrey Epstein est engagé, je le répète, tu l'as mentionné, alors qu'il n'était pas qualifié. Maintenant, il y en a qui vont dire « Ouais, je comprends qu'il n'a pas été qualifié, mais c'est parce qu'il a menti sur son CV puis c'est un grand manipulateur. » Cette ligne-là, là, on l'entend depuis 20 ans maintenant, mais présumant que c'était ça. Reste que ce qui est également factuellement vrai et vérifiable, c'est que le directeur de l'institution était un certain Donald Barr. Qui était Donald Barr? À la fois le père de Bill Barr, qui était le procureur général des États-Unis, qu'un certain Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison presque un demi-siècle plus tard. Quelle coïncidence, soit dit en passant, dans un pays de plus de 300 millions de personnes, mais disons que c'est une coïncidence. M. Barr, père, ça donnait aussi à être un agent de l'OSS, qui était le précurseur de la CIA. Et, comme c'était pas assez déjà comme coïncidence, ça donnait aussi à temps perdu à écrire des romans, dont au moins un qui avait comme intrigue centrale qu'on avait un riche réseau d'hommes puissants, des oligarques essentiellement, qui exploitaient sexuellement des jeunes femmes. Ça, c'est le gars qui l'a embauché. C'est le gars qui était le directeur qui l'a embauché. C'est le directeur qui l'a embauché, contact avec les services secrets, et il a écrit effectivement des livres avec des conspirations qui vont ressembler un peu au futur de Jeffrey Epstein. On s'entend. Et ça commence là. Ça commence là. OK. Ensuite, Wall Street en bas. Okay. Là, via un de ses élèves, et là, c'est fascinant parce que ceux qui ont l'image du loup de Wall Street, il y a quand même des gens qui arrivent là-bas et qui ont des ascensions rapides, mais ils ont une certaine formation. Je vous l'ai dit, c'est même pas un vrai prof de maths. Exact. Et là, il débarque à Wall Street et il connaît une ascension rapide avec notamment des gros noms, là, JP Morgan, puis tout qui tourne autour, c'est une banque d'affaires aux États-Unis. Là. Il y a une ascension vraiment louche. Si je dis ça, là, c'est louche. C'est louche et c'est factuel également de dire que c'est encore à ce jour inexpliqué de façon satisfaisante. Il y a quelques semaines de cela, puis je vais faire dans la nuance. Le New York Times est un journal, évidemment, qui est extraordinairement respecté et respectable à plusieurs égards, mais qui a aussi pondu un article, entre guillemets, et je le mets entre guillemets, de fond. Ça se présente comme du journalisme d'enquête, à peu près 20 000 mots. On parle de longueur, le 20 000 mots, c'est long pour du journalisme comme ça, où on essaie d'expliquer comment la fortune de Jeffrey Epstein a été faite et comment il a pu monter, en l'espace de quelques mois, à Bear Stearns, une des plus importantes firmes d'investissement de Wall Street jusqu'au crash, évidemment, de 2008, où la firme, essentiellement, a fait faillite, a été renversée. Et la réponse qu'on donne, parce qu'il est devenu partner, il est devenu associé en l'espace de quelques mois, c'est inouï pour quelqu'un, encore une fois, qui, comme pour la job qu'il avait... C'est même pas son domaine. Exact. Il n'a aucune espèce de qualification reconnue à la base. Donc, comment expliquer ça? Ce que le New York Times pense, c'est, puis je paraphrase, je simplifie, mais pas tant que ça, c'est, il y a des théories du complot qui circulent, mais dans les faits, la vraie explication qu'on a trouvée, nous autres, c'est, alors qu'on est le plus grand journal des États-Unis d'Amérique, qu'on a fait des mois d'enquête, on a mis une équipe chevronnée là-dessus, c'est que, je vais reprendre la ligne de tantôt, il était vraiment bon pour manipuler, puis il est extrêmement charmant. Je veux dire, on parle de Wall Street, je m'excuse, là, mais des gens charmants et des gens manipulateurs, il y en a. C'est pas ça qui explique de façon crédible que ce type-là a pu monter comme ça. Donc, avant d'aller plus loin, Sylvain, la
peut-être première question majeure qu'on doit poser de façon plus solide, avoir une réponse plus crédible, c'est sur quel deal, au pluriel, exactement est-ce que ce type-là a travaillé chez Bear Stearns? Et je te quasi garantis que si on avait une réponse à ça, ce sont les colonnes de bien des temples qui commenceraient en bon français à shaker. Mais la réponse, on ne l'a pas. Moi, j'ai vu quelques noms qui circulent un peu. On sait qu'il a été très proche du boss de Victoria's Secret. Il a pratiquement ouvert les portes de son coffre-fort. Il y a quasiment... Ça aussi, c'est louche. Là. Le gars qui est un homme d'affaires quand même, il y a aussi Abercrombie. Il y a plein de boutiques. Il est très, très riche. Et rapidement, il fait de Jeffrey Epstein son homme de confiance absolue. Je vous ai parlé de JP Morgan, c'est une des plus grosses banques aux États-Unis. Là aussi, il tisse des liens, etc. Alors là, mais là, il faut que je te pose la question. Tu m'as sur le Wexner. Quelques mots là-dessus. Je vais aller plus loin que toi. Tu dis, il a quasiment ouvert son coffre-fort. Il lui a ouvert son coffre-fort. Il lui a donné les clés du coffre-fort, puis il a dit, sais-tu quoi? Je m'en revire de bord, tu peux faire ce que tu veux avec. Et ce n'est même pas une exagération quand j'ai dit ça. Il lui a conféré, alors qu'il ne le connaissait depuis à peine quelques mois, ce qu'on appelle en anglais le power of attorney, le pouvoir total d'avoir une procuration. Ce que ça voulait dire concrètement, c'est que Jeffrey Epstein, qui encore une fois, à la base, n'était pas, même si on n'arrête pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans de le dépeindre comme un financier, n'était même pas à la base un financier. Ce type-là, après encore une fois quelques mois de connaissance, lui dit, sais-tu quoi? Même si je vaux des milliards, que je suis un des hommes les plus riches aux États-Unis, tu as le droit, à partir de maintenant, de faire ce que tu veux. Tu peux emprunter en mon nom, sans même que je sois au courant. Tu peux vendre mes actifs sans même m'en informer. Et, non seulement ça, il lui donne, c'est pas un prêt, c'est pas que... Il lui donne une propriété à New York d'une valeur d'à peu près 70 millions de dollars. Et jusqu'à hier, ce type-là n'avait, au meilleur de ma connaissance, là je parle de Wexner, jamais été questionné de façon formelle par les autorités, jamais été réellement sous enquête. Non, son nom circule quasiment pas, lui. Ben là, il a commencé à circuler mais à cause des révélations, mais moins qu'il devrait certainement. Là, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est qu'on allait lui faire une déposition aujourd'hui même devant le Congrès américain. Mais voici, j'amène la réponse là-dessus brièvement. Tu vois, c'est le traumatisme de faire des médias dans lesquels j'ai pas beaucoup de temps. Brièvement. Sois rassuré, je prends pas trop de temps. Brièvement, Écoute, la déposition de M. Wexner aujourd'hui, elle est à huis clos. Pourquoi? N'est-ce pas d'intérêt drôlement public de savoir ce que ce type-là, un des hommes les plus riches aux États-Unis, qui avait certains des liens les plus mystérieux, les plus louches avec Epstein qui l'a rendu riche, donc puissant et influent aussi. Et non seulement ça, qui a été identifié, c'est pour ça qu'on en parle un peu plus, enfin depuis la dernière semaine, dans certains des documents qui avaient été caviardés, qui n'aurait pas dû être caviardé par le département de la justice, qu'il avait déjà été identifié par le FBI à l'interne comme un co-conspirateur d'Epstein. Pourquoi ce type-là, premièrement, a pu attendre autant de temps avant de témoigner et une fois qu'il témoigne, c'est à huis clos? Je pose la question. On fait une pause de 2 minutes, pas plus. On est de retour, 10h49. On prend le temps de parler de l'affaire Jeffrey Epstein avec Raphaël et Jacob. En passant, j'ai fait mes recherches sur la prononciation du mot. Oui. Parce que on dit Albert Einstein, parce qu'en passant, c'est les parents là, de Epstein, c'est des immigrés juifs allemands. Dans les médias français, c'est Epstein. Mais on dit Einstein. Pourquoi on ne devrait pas dire Epstein? J'ai fouillé partout et il n'y a pas de réponse. C'est comme ça, on dit Epstein, ça s'est imposé, mais j'ai fait rire de moi avec Epstein des fois, mais sachez que je suis influencé par Einstein, parce que c'est les mêmes origines. Absolument. Sais-tu quoi, dans la liste des mystères, Epstein, un autre. Pourquoi on dit Epstein? J'ai été agace un peu avant la pause, mais peut-être que je mets la table pour plus tard. Mais dès son ascension rapide dans le monde des affaires, tu nous as parlé de tout ça sur Jeffrey Epstein, il y a des zones d'ombre et on n'a pas le choix de se poser des questions à savoir s'il a pu être pistonné de l'extérieur, politiquement, service secret, ou est-ce que déjà à ce moment-là, son réseau de prostitution mineure, tout ça, et comment on peut expliquer son ascension dans le monde de la finance? On parle pas de la politique tout de suite, puis tout, mais c'est déjà étrange. Comment toi, tu vois ça? C'est plus qu'étrange. C'est complètement anormal, dans la mesure où, alors qu'il est encore dans la vingtaine, on parle des années 80, dans la même grande période de sa vie où il est à Bear Stearns, il commence à tisser des liens. Puis là, je ne parle pas de liens directs, un tel qui a parlé d'un tel. Non, des liens privilégiés, assez privilégiés pour que ce soit un de ses clients
les plus importants, assez privilégiés pour qu'ils volent, qu'ils partagent des jets privés avec notamment des types comme Adnan Khashoggi. Maintenant, si je dis le nom Jamal Khashoggi, j'ai comme l'impression qu'il y en a qui suivent l'actualité parmi les gens qui nous écoutent présentement, qui vont se dire, ben oui, on sait c'est qui. C'est le journaliste, l'ancien, évidemment, défunt journaliste du Washington Post qui s'est fait dépecer dans l'ambassade en Turquie il y a quelques années. Bon, c'est un nom qu'on a beaucoup couvert. Malheureusement, dans le contexte de la saga Epstein, un nom qui a été beaucoup moins couvert, c'était celui de son oncle, l'oncle de Jamal Khashoggi, qui s'appelait Adnan Khashoggi, qui, à l'époque, dans les années 80, était à la fois un des hommes les plus riches au monde et un des plus grands vendeurs, certains diraient trafiquants d'armes au monde. Et là, tu as ce type-là, je le répète, encore une fois, Sylvain, un financier, en guillemets, un soi-disant financier qui n'est même pas qualifié pour être un financier en premier lieu, qui partage des jets privés avec des vendeurs d'armes comme Khashoggi. Parce que c'est pas juste Khashoggi. Ouais. Il y a également des liens tissés serrés avec des types comme Doug Leese, qui est également un vendeur d'armes essentiellement illicite britannique. Doug Leese, qui, soit dit en passant pour la petite histoire, est aussi l'homme qui s'adonne à présenter Jeffrey Epstein à un certain Robert Maxwell. Qui est Robert Maxwell? Le père de Ghislaine Maxwell qui a présenté Epstein à sa fille. Fait que tu te dis, ou tu devrais te poser la question, le-tu impersonnel, là, d'emblée, quel genre de financier non qualifié de Wall Street se ramasse dans la vingtaine avec ce genre de lien-là, dans ce réseau-là? C'est complètement anormal. Et en plus, on parle de sa richesse. En passant, j'ai vu la majorité des évaluations. Tu sais, c'est pas Warren Buffett. Ça avait été Warren Buffett qui pèse peut-être 100 milliards, puis il gère des fonds en plus là, de milliers de milliards, un peu comme BlackRock, tout ça. Lui, sa fortune, je veux pas le diminuer. Moi, j'ai vu 560 millions de dollars. Fait que, oui, il est très riche. En même temps, c'est pas l'oracle de, tu sais, le fameux surnom de Warren Buffett, ça, c'est pas. Mais, avec cette richesse-là, qui est déjà surprenante en soi, on vient de l'expliquer avec son ascension, mais il réussit à avoir des liens comme si c'était le gars le plus riche de la planète. Oui. Bien, soit dit en passant, c'est vrai que c'est pas le plus riche, mais c'est également vrai que, de un, on parle de 560, 600 millions à peu près, grosso modo. Bon, ça, soit dit en passant, c'est le nombre officiel. C'est ce qu'on a, on dit qu'on a saisi après sa mort. On s'entend dessus que, encore une fois, je vais éviter le plus possible la spéculation, mais que c'est pour le moins plausible qu'un type comme ça, qui avait une vie comme ça, avait aussi une partie de sa fortune qui était cachée, qui sera peut-être jamais trouvée. Bon, fait qu'on s'entend que le 500-600 millions, c'est le point de départ, c'est le minimum. Donc, c'est vrai que c'est pas la plus grosse fortune de Wall Street, mais en même temps, c'est une fortune qui est colossale pour un type qui était essentiellement méconnu de certains des plus importants joueurs de Wall Street. Il y a ça aussi qui est incroyable, c'est que tu remontes dans les années 80-90 et tu demandes pas aux pionniers, mais aux plus gros joueurs, les joueurs les plus lourds de Wall Street, qui était Jeffrey Epstein, personne ne le connaissait. Fait que tu te dis, OK. Il n'était pas si, c'est ça. Encore une fois, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent, d'où vient l'influence, d'où vient les contacts, d'où viennent les relations. Exact. Donc, parce que là, on va passer de Wall Street, bientôt, à la Maison-Blanche et à la politique. Ah, ben attention avant qu'on fasse ça. Parce que la question des Maxwell, puis des Leese, puis des Khashoggi de ce monde, là, ça nous mène aussi à ce genre de questions-ci également, qui a été très, très peu posées dans les derniers mois, pour ne pas dire les dernières années. Pourquoi ou comment est-ce que Jeffrey Epstein a pu, comme il l'a fait, au début des années 90, pendant plusieurs années, louer directement une très importante propriété du département d'État à New York? Là, juste peser sur pause une seconde, là, juste réaliser la nature là, aussi profondément anormale de la chose. Que tu sois Warren Buffett ou que tu sois près n'importe qui à Wall Street, même les plus riches financiers, véritables financiers de Wall Street, ne peuvent pas, un citoyen ne peut pas priver tout simplement louer directement du département d'État des propriétés. Ça ne marche pas comme ça. Surtout, ça passant quand, pour la petite histoire, cette même propriété-là appartenait pas juste au département d'État. Elle appartenait à la base au gouvernement de l'Iran. Propriété qui avait été saisie par le département d'État après la Révolution islamique. De le louer, à un moment donné. Pour le moins bizarre. On revient tout de suite. Il faut se séparer, mais les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie, on peut nous suivre sur Twitch. Internet ou Twitch. On va revenir tout de suite parce qu'il faut parler de Maxwell. Et il faut parler, éventuellement, on va passer de Wall Street à la Maison-Blanche dans quelques secondes. On continue avec Raphaël Jacob. On a du temps pour parler de l'affaire Jeffrey Epstein. Juste vous dire comment on peut être sa coche. On a tantôt parlé du patron, propriétaire, entre autres, de Victoria's Secret, c'est un de ceux bizarres qui s'est associé rapidement à Epstein pour carrément lui ouvrir les clés de son coffre-fort. Ben, on parlait de témoignages, puis les médias en parlent. Là, ça se passe live à Washington. Donc, ascension fulgurante dans le monde de l'argent de Wall Street. Ascension louche un peu, on l'a dit, plein de questions sur tout ça. Mais là, à un moment donné, on va se rapprocher de la Maison-Blanche et du monde politique. Mais avant, je l'avais noté ça, je vais prendre une petite parenthèse.
Est-ce que vous prenez des photos avec tout le monde que vous rencontrez dans la vie? Est-ce que... Je veux l'aborder tout de suite parce que je veux pas l'oublier. Parce que là, on va parler de politique, mais il y a des... Comment se fait-il que Jeffrey Epstein, on sait aujourd'hui que ce gars-là trempait dans la pédocriminalité, OK, là, puis vraiment là, avec des affaires monstrueuses. Pourquoi il sentait le besoin, y compris dans son jet privé et partout, de se faire photographier? On a parlé de la finance, ça va être le cas également pour la politique. Toi, moi, je trouve ça bizarre. On dirait qu'il accumulait peut-être pas des preuves ou de l'influence, mais c'est quand même... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà posé la question. Ça n'a pas de bon sens, le nombre de photos qu'il a pris. C'est vrai. Et c'est encore une fois, ce sont seulement les photos qu'on a vues, qui ont été rendues publiques. Qu'est-ce qui fait partie de tout ce qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra peut-être jamais? Il y a ça. Et ça, en passant, encore une fois, je vais éviter la spéculation le plus possible. Mais c'est un fait que certains des soit mentors ou de façon encore plus prudente, contacts les plus privilégiés que j'évoquais avant la pause, qu'Epstein avait tôt dans sa carrière, faisaient dans ce genre de comportement-là. Oui. C'est-à-dire obtenir du matériel compromettant avec des gens riches et puissants, influents, pour après ça s'en servir comme effet de levier. Donc, est-ce qu'on peut nécessairement tirer de façon définitive un lien de cause à effet de dire il a appris ça quand il était jeune, donc c'est ça qu'il a fait plus tard? La façon responsable de répondre, c'est de dire non. Mais c'est un lien qui est particulier. Mais pour quelqu'un qui savait très bien qu'il y avait des choses à se reprocher épouvantables, j'ai rarement vu quelqu'un se prendre... D'habitude, c'est des gens qui vont être plus discrets quand ils trempent dans des trucs comme ça. Lui prenait un malin plaisir, en tout cas, à se faire prendre en photo par tout le monde. Tu m'as bien dit tantôt, je voulais rentrer à la Maison-Blanche, mais attends un peu, Sylvain, là, entre Wall Street puis la Maison-Blanche puis tout, faut notamment parler de Ghislaine Maxwell et de son père, Robert Maxwell. Ouais. Ça, c'est un autre personnage étrange. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est ça pareil. Robert Maxwell, si j'ai bien compris, on est prudent, des fois on parle de théorie, mais tu dis on va s'en tenir aux faits. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un passé trouble, avec des liens, je sais pas jusqu'où c'est confirmé avec les services d'espionnage, c'est confirmé. Mais dans le cas de Maxwell, c'est sûr. Ben, je veux dire, faut faire dans le déni total là, pour remettre en question le fait que il avait d'abord des liens avec les services de renseignement britanniques et plus tard. Là, encore une fois, je laisserai. Je vais y aller de façon la plus prudente, Sylvain, inimaginable qu'il soit. Je vais laisser les gens qui nous écoutent présentement tirer leurs propres conclusions. On le présente officiellement comme un baron de la presse. Il était ça certainement, mais est-ce qu'il était juste ça? Quand il est mort, de façon, tu l'as dit tantôt, pour le moins louche. Bateau de croisière, tombe à l'eau. En plein milieu de la mer, tombe à l'eau. Et soit dit en passant, on ne peut même pas déterminer de façon officielle la cause du décès. Non seulement ça, mais ça survient quelques jours. Pas des mois, pas des années, quelques jours, après qu'un des journalistes les plus connus, les plus cités en matière notamment de sécurité internationale, un type du nom de Seymour Hersh, avait documenté que Robert Maxwell était affilié au service de renseignement israélien. Ça survient quelques jours avant la mort du bonhomme, une mort extrêmement louche. Non seulement ça, mais ses funérailles. Ce sont des funérailles d'État en Israël. Funérailles auxquelles sont présents tous les premiers ministres actuels et anciens d'Israël, ainsi que le président du pays. Des funérailles qui sont présentées notamment par le Washington Post comme celles dignes d'un héros national. Pour quelqu'un qui, devine c'est quoi le punch, n'était même pas un citoyen israélien. Il est juif, mais il n'est pas israélien. Exact. Exactement. Donc, je pense que la question se pose à savoir quel genre de baron de la presse reçoit ce genre de funérailles d'État-là. Alors ça a été pendant des années le beau-père de Jeffrey Epstein. C'est le père de Ghislaine Maxwell qui a été très importante dans le réseautage, la pédocriminalité, etc. Elle est importante. Attention, très rapidement là-dessus, parce qu'il faut l'ajouter. On parle de pédocriminalité, on parle de Robert Maxwell, on parle des liens avec Jeffrey Epstein. Je le répète, non seulement il était le beau-père de facto de Jeffrey Epstein, c'est lui qui l'a présenté à sa fille. Donc, c'est pas l'inverse. C'est pas Ghislaine Maxwell a rencontré Epstein et ça a juste adonné qu'Epstein s'est retrouvé après ça avec un lien avec Robert Maxwell. Non, c'est l'inverse. C'est Maxwell, père, qui l'a présenté à la fille. Autrement dit, le lien, il est venu d'abord avant tout d'un type qui était associé au genre de profil qu'on discutait plus tôt à l'émission, des gens ici, notamment des services de renseignement, de un. De deux, la fameuse photo de Virginia Roberts qu'on voit aux côtés du prince Andrew, là, qui a fait le tour de la planète, évidemment. Ça a été pris, cette photo-là, non pas dans la maison de Jeffrey Epstein, mais dans la maison de Robert Maxwell. Ça me semble pertinent. La Virginie en question, si je ne m'abuse, parce que je veux faire une petite parenthèse, vu qu'on a le temps. Et là, je vous jure qu'on s'en va à la Maison-Blanche après ça, là. Virginia qui s'est suicidée. Parce que vous savez, on parle de tous ces gens-là reliés peut-être au service d'espionnage, on parle d'argent, on parle de puissance. Il ne faut jamais oublier les victimes dans l'affaire Epstein, qui sont
des dizaines et des dizaines de filles dont on connaît le profil, qui venaient souvent de familles très, très pauvres, modestes, à qui on a fait accroire un tas d'affaires et qui ont été violées. Et ça a eu des conséquences pour elles épouvantables, dont celle qui a écrit un livre, qui a dénoncé le Prince Andrew et qui s'est finalement enlevé la vie. Alors, il ne faut pas perdre ça en tête quand on parle de cette affaire-là. On parle de ses conséquences politiques et autres. Ça a eu des conséquences sur des humains aussi. Oui, mais attention. Oui. C'est que les conséquences sur les humains et les humaines, oui. surtout dans ce cas-ci, oui. ont été immensément empirées par le fait qu'il était connecté, qu'il a pu s'en sauver face à la justice encore et encore et encore. Si on lui avait passé les menottes de façon sérieuse la première fois où on avait des dizaines de jeunes femmes et de jeunes filles qui étaient prêtes à témoigner en bon français on the record, les gens qui nous écoutent le réalisent peut-être pas. On sait maintenant qu'il y en avait plusieurs. Ouais. Ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'on en avait au moins 36 dès le début des années 2000 qui étaient prêtes à sortir, pas de façon anonyme, on the record, associer leur nom, leur réputation, leur image à leur accusation contre Epstein, comme quoi c'était quelqu'un qui les avait pris essentiellement de force, là, avait fait du trafic sexuel, etc. Et essentiellement, on l'a laissé sortir avec une tape sur les doigts. Combien de femmes de plus ont été, de filles de plus ont été abusées, ont été agressées, ont été trafiquées dans les années qui ont suivi parce que ce type-là a pu s'en sauver face à la justice. C'est pour ça qu'un est directement lié à l'autre. Tu as absolument raison de le mentionner. Il ne faut pas perdre de vue, évidemment, les victimes, mais il ne faut surtout pas perdre de vue qu'il y en a eu plus de victimes qui ont été abusées encore plus sévèrement à cause des connexions qu'Epstein avait et parce que le système démocratique, pour le moins, n'a pas opéré de façon démocratique. La Maison-Blanche, Raphaël. C'est un peu dommage, il faut en parler parce que c'est le sommet de la pyramide, OK? Moi, je trouve ça un peu dommage que les médias... En passant, excuse-moi de te couper. Oui. En théorie. C'est supposé. Ben, c'est ça. Mais justement, l'affaire Epstein nous amène à réfléchir autrement. Je trouve ça un peu plate que les médias se sont un peu divisés, à savoir, le grand débat qu'on a assisté au fil des années, c'est est-ce que Epstein était plus ami avec Trump ou avec Clinton? Ça, il y en a des heures et des bons. Il reste que, au-delà de tout ça, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y avait des connexions partout, y compris le fait qu'on s'astine à savoir s'il était plus proche de Clinton ou de Trump, démontre qu'il a réussi, au-delà du clivage gauche-droite ou républicain-démocrate, à rentrer, et là, c'est même pas juste une figure de style, à la Maison-Blanche. Comment il a fait ça, Raphaël? Premièrement, je te dis merci sincèrement pour dire ce qu'on doit pratiquement crier sur tous les toits à chaque fois qu'on a une question d'un ou d'une membre des médias. Est-ce que c'est plus Trump ou Clinton, plus démocrate ou républicain? Ce n'est pas foncièrement une question partisane. Les partis politiques aux États-Unis, les médias majeurs en ont fait une bêtise partisane, c'en est pas une. Si vous voulez parler de division, parlons de division de classe sociale. Tu l'as dit tantôt, presque toutes les personnes qui ont été abusées par ce type-là étaient issues de milieux qui étaient plus poqués, souvent avec des pères qui étaient soit absents ou qui n'étaient pas, disons, idéaux. Et à peu près toutes les personnes qui ont abusé de ces victimes-là étaient issues de la même strate sociale. Donc, d'abord, avant tout, la division, elle est là, de un. De deux, lorsque tu parles de la Maison-Blanche, on va commencer peut-être à la première Maison-Blanche où on peut, de façon factuelle, je ne sais pas que c'est pas arrivé avant, mais de façon factuelle, documenter qu'il est entré, pas une ou deux fois, mais 17 fois, celle de Bill Clinton. Et là, avant d'aller plus loin, et là, encore une fois, on parle de cadrage médiatique, comment aborder ou non une nouvelle. Je comprends qu'on veuille poser la question. Elle est d'intérêt public, à savoir, est-ce que Bill Clinton, ancien président américain, s'est rendu sur l'île? Est-ce qu'il a fait ci, ça? Ouais. Parfait, posons-la. Mais en même temps, je pense qu'on l'a posé en masse. La question qu'on devrait, je crois, beaucoup plus poser, si notre objectif, c'est l'inverse. Si on veut vraiment faire la lumière, la question, c'est pas de savoir pourquoi ou est-ce que Clinton est allé à l'île d'Epstein. C'est de savoir pourquoi, en premier lieu, Epstein est allé et a été admis officiellement 17 fois à la Maison-Blanche de Bill Clinton dans les années 90. Et ça, sais-tu quoi? On n'a toujours pas de sacrée réponse à cette question-là. Parce que rentrer, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, là, toi tu connais bien ça, rentrer à la Maison-Blanche, on l'a dit, on vous a présenté Epstein aussi riche qu'il peut l'être, c'est pas Warren Buffett, c'est pas Bill Gates, c'est quand même pas le bon. Mais rentrer à la Maison-Blanche, bon, il y a des visites, il y a des journalistes, mais ça doit pas être si évident que ça. Ça doit être dur de rentrer là, d'avoir des rendez-vous ou, au contraire, il faut faire attention, c'est pas si dur que ça. Tu sais, exemple, au Parlement, ici à Québec, il y a moyen d'aller visiter un député. L'accès à la Maison-Blanche, Raphaël, jusqu'où c'est complexe et c'est un privilège d'y avoir accès. C'est un privilège extraordinaire dans la mesure où, contrairement, par exemple, au Parlement à Québec, avec tout le respect, là, il n'est pas question d'aller voir un des membres du Congrès. C'est pas rentrer au Capitole, c'est rentrer à la Maison-Blanche.
l'édifice qui est censé peut-être être le plus ou parmi les plus sécurisés au monde. Donc, le fait d'être admis là, d'être invité là une fois dans ta vie, c'est un privilège. Lui, il y va de façon enregistrée. Donc, c'est un plancher, minimum 17 fois. Bill Clinton a été président pendant 2 mandats, donc c'est plus que 2 fois par année. Et tu te demandes encore une fois la question, pourquoi? Si tu veux, j'ajoute ceci avec le temps qui nous reste parce que je pense que c'est drôlement important puis ça recoupe le point qu'on discutait tantôt brièvement par rapport aux victimes, aux passe-droits qu'Epstein a pu avoir. Soit dit ça passant, excuse la parenthèse dans la parenthèse, mais là aussi elle me semble importante, c'est qu'on perd de vue collectivement que ce type-là, ça n'est pas juste sorti une fois face à la justice avec une tape sur les doigts. Il y a eu l'histoire évidemment sexuelle dans les années 2000 où il a reçu une peine complètement ridicule alors qu'on avait des dizaines de femmes qui étaient prêtes à témoigner formellement contre lui. C'est qu'il y avait eu une fraude alléguée après l'autre, des graves incidents, notamment dans les années 80, où il s'en était sorti complètement indemne. Donc, ce type-là a été protégé encore et encore et encore. Donc, ça mène aux années 2000. On parle de liens avec la Maison-Blanche Clinton. Parlons de liens présumés avec l'administration républicaine. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question partisane, cette affaire-là. L'administration qui a succédé à celle de M. Clinton, celle de George W. Bush. Parce que la première fois où, dans le contexte des allégations de nature sexuelle, il a, et je le mets en guillemets, à faire face à la justice, c'est pendant les années 2000. Pas parce que les procureurs font vraiment leur travail, parce qu'une mère d'une des jeunes filles qui a enfin dit « Hey, ça n'a pas de bon sens, là, j'ai une plainte. » Là, j'ai une plainte à la police locale. Epstein, évidemment, était basé dans le sud de la Floride, donc dans la région de Palm Beach. Même s'il y a des dizaines de femmes qui sont prêtes à témoigner contre lui, il est tellement connecté et il a clairement tellement d'influence au sein de la police locale que l'enquête piétine à un point tel où l'inspecteur en chef, le boss de cette affaire-là, un type du nom de Michael Reiter, se dit « Ça marche pas au niveau local, il faut que je monte d'un palier. » En fait, il faut que je monte de 2 paliers, ça va cogner à la porte du FBI, donc la police fédérale. Là-dessus, c'est un petit peu comme on a ici, différents paliers de gouvernement, il va au niveau suprême. Le FBI, en mai 2007, a des procureurs qui sont prêts à présenter 60 chefs d'accusation criminelle contre Epstein. Il est, en bon français, fini. Il s'en va en prison, très probablement, pour le reste de ses jours. 2 mois plus tard, quelques semaines à peine plus tard, le procureur numéro 1 fédéral pour le sud de la Floride, un type du nom d'Alex Acosta, et c'est là le lien avec l'administration Bush, nommé personnellement par le président Bush, une nomination qui est politique, a une rencontre à huis clos avec les avocats d'Epstein. Suite à cette rencontre-là, on fait passer les 60 chefs d'accusation à essentiellement rien, et ce qui aurait été une peine très probablement à perpétuité se retrouve qui est en peine bonbon, dans le contexte, là, de 12-13 mois dans un pénitencier qui n'en est pas vraiment un. Il sort, il a le droit de sortir 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Les gardes, entre guillemets, qui le surveillent sont sur son propre payroll. C'est complètement absurde. Et non seulement ça, mais la partie la plus importante du deal pour les fins de notre discussion, c'est que les avocats d'Epstein obtiennent une renonciation formelle de la part des autorités américaines à toute poursuite contre les associés d'Epstein pour tout crime passé ou futur. Donc là, il y a plusieurs questions de nature politique qui devraient se poser. C'est-à-dire, de un, pourquoi est-ce que le procureur, M. Acosta, a fait ce deal-là? Lui, ce qu'il a dit, c'est après coup, c'est qu'on lui avait dit de ne pas toucher à Epstein, que c'était une cause qui était perdue. Qui lui a dit ça? Parce que quand tu es le procureur numéro 1 de la justice américaine dans une... toi? Il n'y a pas grand monde. Fort que toi? À part le président des États-Unis et le procureur général des États-Unis, en principe, là qu'on se parle de pyramide, là, qui est vraiment plus fort que toi? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'ai aimé ta comparaison tantôt quand on parle d'accès à la Maison-Blanche. C'est moi, au Parlement, ici à Québec, là, je suis allé 4-5 fois. Vous pouvez même aller manger là aux parlementaires si ça vous tente. Mais au bunker, qui est allé au bunker? C'est l'édifice, le bureau du PM. Ben oui, il y en a, là, tu peux accéder, mais très peu de gens ont accès. Et là, on n'est pas les États-Unis, c'est le Québec. Mais alors, tu vois, je veux revenir sur les lieux de pouvoir un peu, à quel point il y avait accès. Là, il faut commencer un peu. On est factuel depuis tantôt, mais on a aussi le droit d'avoir des hypothèses. Il y a une différence entre factuel et hypothèse. C'est quoi le fil d'Ariane? C'est quoi le fil? Je vais te soumettre une hypothèse. Est-ce que le fil conducteur de toute cette histoire-là, à partir de son premier poste de prof de maths qui aurait jamais dû faire ça, jusqu'à son ascension à Wall Street, que ses contacts. Je sais qu'il y a une école de pensée qui va vers ça. Est-ce que c'est possible que depuis le début, c'est un réseau de pédophiles? Et c'est ces liens avec d'autres pédophiles en haut dans l'élite qui fait en sorte qu'il a été protégé. Là, c'est un peu la théorie, je dis Eyes Wide Shut parce que, bon, on a des images un peu, puis au-delà du film, c'est un livre, en passant, cette histoire-là, qui raconte la corruption d'élite un peu pédophile. Est-ce que cette théorie-là peut
répondre à toutes les questions. Je sais pas si tu comprends. C'est une théorie. Très bien. C'est pas une théorie. Il y avait vraiment un réseau de pédophiles en passant. Là. Ça, c'est un fait. Mais est-ce que c'est ça qui explique tout le cover-up et tout? Est-ce que c'est suffisant selon toi? Je souris parce que là, tu parles à un cinéphile. Oui. Donc, tu évoques Eyes Wide Shut. Là, c'est pas tout à fait juste du cinéma, mais c'est de la très grande télévision. Pour ceux qui se rappellent, il y a près de 10 ans, des deux premières saisons de la série True Detective. Le cœur, c'était ça. En plein ça. C'était en plein ça. Fait que je m'excuse, mais on réinvente pas l'histoire ici. Ouais, là, tu parles à deux fans de... c'est grâce à toi que je l'ai. Vous savez exactement de quoi je parle. Oui, exact. La première saison, c'est ça. Puis la deuxième avec Colin Farrell. Même si elle est très différente en principe, en superficie, les personnages, les lieux sont différents, le nœud, c'est le même, essentiellement. Donc, dans tous les cas, tout ça pour vous dire que c'est de la fiction qui peut se rapprocher de la réalité. Donc, pour répondre à la question de façon directe, est-ce que c'est une hypothèse qui se tient? Ouais. C'est une hypothèse qui se défend. Mais je te dirais que la question, pour moi, la plus fondamentale revient à, encore une fois, comment est-ce qu'il a fait à la base son argent, sur quoi exactement il a travaillé à Bear Stearns, parce que je vais éviter les hypothèses, disons que je ne peux pas appuyer. Mais ce qu'on sait factuellement, c'est qu'il était au sein d'une institution financière, essentiellement à la même époque où il avait des liens avec des gens qui étaient associés au service de renseignement, des vendeurs d'armes notamment. Il était au sein d'une banque qui était associée au minimum de façon indirecte à certaines des opérations les plus importantes à l'époque de la CIA. Et là, on parle de Bear Stearns. On parle de Bear Stearns. Donc là, on parle d'une autre banque qu'on appelait la BCCI, qui n'existe plus. Mais tout ça pour te dire Donc, il y a des contacts avec l'univers des renseignements c'est clair. Dès le début. Avant même qu'il monte son réseau de jeunes filles mineures, il y avait déjà ça. Là. Et sais-tu quoi? C'est pas à la limite toi ou moi qui mettons ça de l'avant comme hypothèse. C'est pas toi ou moi qui se posons la question à savoir y avait-il des liens avec la CIA. C'est-tu qui se posait la question? Jeffrey Epstein. Parce que dans les documents qui sont sortis il y a quelques semaines, il a fait une demande. Il a fait au moins 2 demandes. En 99, il faut rappeler le contexte, messieurs. En 99, personne dans le grand public ne savait qui était Jeffrey Epstein. Donc, c'était pas pour protéger sa réputation. Il voulait vraiment savoir. Donc, il a fait 2 demandes d'accès à l'information à la CIA pour obtenir tout document, soit public ou classifié, qui le lirait formellement à l'agence. Alors, s'il pose la question, c'est parce qu'il y a des doutes. C'est parce qu'il y a des doutes que la CIA s'intéresse à lui, ou il est fiché, ou il y a de quoi. Je sais pas quoi. Quel genre de financier de Wall Street fait ce genre de demande-là? Voyons donc, ça n'a aucun sens. Non seulement ça, mais il faut toujours le rappeler, ça aussi. Je dis il faut le rappeler. Il faut le dire. Les gens ne le savent pas. On l'a documenté, ça aussi, dans certaines des dernières tranches de documents qui ont été rendus publics. Ce type-là avait comme coloc, essentiellement, comme quelqu'un qui habitait dans ses propres appartements, notamment à New York, un espion israélien. Et là, tu te dis, un espion israélien, soit dit en passant, qui était personnellement lié à un des plus récents directeurs de la CIA, M. Panetta, qui a servi sous M. Obama. Donc là, ça fait juste 3 présidents américains, soit dit en passant, de 2 partis politiques que je vous nomme. Ça fait plusieurs liens, pour le moins, qui semblent apparents avec le monde des services de renseignement. Puis tu te dis, est-ce que ça peut être coïncidence, après coïncidence, après coïncidence, après coïncidence? Bien, la réponse prudente, encore une fois, c'est de dire, oui, c'est techniquement possible. Est-ce que c'est probable? Je laisse le soin aux auditeurs. Très courte pause, juste 2 minutes. Et on revient avec la conclusion avec Raphaël Jacob. Restez avec nous. Normalement, dans un bon film, Raphaël Jacob, on parle de l'affaire Jeffrey Epstein, nous a dit tantôt que c'est un cinéphile. Ce film-là, même si je crois vraiment pas tout ce qu'il y a dedans, c'est un bon film. Je veux parler de JFK de Oliver Stone. Tu sais, à la fin, il y a le personnage de Donald Sutherland qui arrive dans la fameuse scène célèbre où là... Sur un banc de parc. Il donne sur un banc de parc. Il donne son hypothèse à lui, qui est le complexe militaro-industriel qui aurait fait assassiner Kennedy. C'est une hypothèse. Mais il y a toujours ce punch-là à la fin d'un film. Là, je sais, je veux pas trop te mettre de pression, mais depuis tantôt que tu nous donnes une tonne d'informations super intéressantes, intrigantes et tout, et il y a sûrement des gens qui nous écoutent qui veulent savoir ce que Raphaël Jacob en pense. Et je fais attention à mes propos. En pense. Okay. Tu dois en avoir une hypothèse. Ouais. Et depuis tantôt, tu as dit factuel, puis il y a plein de choses. J'ai appris des choses en t'écoutant. Il y a des affaires que j'avais déjà entendues ailleurs. Je sais qu'il y a des référents de CBS, il y a des médias sérieux là, qui distinguent un peu les faits là-dedans. Mais après avoir vu tout ça, toi, là, tu peux pas t'être fait une tête un peu. Beaucoup. Bon. Voilà. En voulant rester imagine qu'on est sur un banc de parc. Là, okay? Là, moi, je suis comme Jim Garrison. Puis là, tout arrive. Puis qu'est-ce qui s'est passé? T'es-tu en train de dire aux auditeurs et aux auditrices que tu penses que tu ressembles à Kevin Costner? Non, Parce que ça serait le plus beau compliment qu'on pourrait se faire. Alors, écoute, la différence, justement, c'est qu'on n'est pas sur un banc de parc. Ouais, donc,
Ben, en fait, regarde, tu me lances un petit peu la perche d'Oliver Stone. Oliver Stone, j'ai eu le privilège de l'interviewer sur JFK. À Québec, ça, tout en passant. Il y a de cela à peu près 4 ans. Moi, j'étais dans le même panel aussi, puis moi, c'était pas un privilège. Il m'a ramassé pas mal, surtout sur mon accent francophone. Oui, il peut être raide. Oui, pas mal. C'est un type qui est très raide, qui est très intimidant, mais extrêmement fascinant. Bref, dans tous les cas, c'est quoi? Il y a un lien au-delà de 2 histoires très, très mystérieuses qui sont très importantes par rapport auxquelles on va peut-être spéculer, poser des questions pendant des années ou des décennies. C'est le suivant. Les agences de renseignement. Ouais, vous posez la question en date d'aujourd'hui à Oliver Stone et aux gens de cette mouvance-là qui sont convaincus que JFK a été assassiné dans un complot. Ils vont vous dire que l'entité numéro 1, le réseau numéro 1 responsable de ça, c'était les agences de renseignement, okay? Qui ne voulaient pas voir leur pouvoir réduit par le président Kennedy, parce que c'est ce que Kennedy voulait faire, comme probablement aucun de ses prédécesseurs. Ça ne va pas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Son frère aussi, d'ailleurs, c'est beaucoup attaqué à ça, qui lui aussi est aussi décédé. Et ça, en passant, Stone et ses associés sont aussi convaincus que Robert Kennedy, père, avait été assassiné dans ce qui était un complot. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis juste que c'est leur vision. Ouais. Où il y a un lien à tisser, c'est que dans les 2 cas, ça devrait remettre à l'avant-plan le poids colossal et trop peu documenté dans les médias traditionnels américains des agences de renseignement. Je vous donne une référence, OK? On parle de JFK, on parle d'Epstein, au milieu, si on veut, de cette ligne historique-là. Un type du nom de Carl Bernstein. Je parle du Watergate. Il y avait Woodward, il y avait Bernstein. Bon. Bernstein, en 1977, a publié un très long article de fond, un vrai article de fond dans le Rolling Stone, dans lequel il documentait qu'il y avait au moins à peu près 400 journalistes américains qui étaient affiliés à la CIA. Pas 400, OK? Et ça, c'était il y a 50 ans, quand les agences de renseignement étaient beaucoup moins débridées dans les pouvoirs qu'elles avaient. C'était avant les médias sociaux, c'était avant tout le reste. C'était avant la circulation de l'info. Et la facilité extraordinairement accrue d'espionner et de procéder aux activités auxquelles ces agences-là procèdent. Donc, je mets ça comme point de départ. Ce que je crois, personnellement, ce dont je suis pratiquement convaincu, c'est que Jeffrey Epstein a développé des liens dès le début. Maintenant, c'est quoi le mois, la journée exacte, je ne peux pas le dire, là, mais dès les débuts de sa carrière avec ce monde-là. Ouais. Et que la partie initiale de sa fortune, elle a été liée à ça. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que, plus tôt à l'émission, je disais, la première question qu'on devrait poser pour avoir une réponse beaucoup plus large à tout ce mystère-là, c'est quelle est la nature exacte? Quand je dis la nature, je veux dire quelles ont été les transactions, avec qui, pourquoi, sur lesquelles il a travaillé quand il était à Bear Stearns. Et c'est là, encore une fois, je vais être super circonscrit dans mes propos, mais je vous dirais que, personnellement, ce dont je suis quasi convaincu, c'est que la clé principale, elle est là. Et devinez quoi? On ne les a pas, ces réponses-là. On devrait les avoir, mais on ne les a pas. Peut-être pas jamais. Tu sais, quand tu parlais d'espionnage, là, faites juste imaginer que, là, je vais parler du KGB, mais on a évoqué la CIA, on a évoqué le Mossad, on peut parler de tout cet univers-là. Là, dans les années 60, le KGB était à l'Université Laval, en passant. Il y avait un professeur qui s'est fait pogner. Là. On ne sait pas tout de l'infiltration qu'il y a eu des services de renseignement qui viennent de n'importe quel bloc. Et surtout, imaginez un peu, parce que je ne veux pas qu'on oublie aussi le réseau, on en a parlé beaucoup, là, de pédocriminalité. Ouais. Admettons que vous êtes, moi, là, je suis un top espion, et je veux avoir quelqu'un d'influence aux États-Unis pour mes intérêts à moi. Quelles sont les 2 meilleures façons de corrompre un individu? Puis là, on va, sans parler d'Epstein nécessairement, on va parler de l'être humain en général. Est-ce que j'ai raison de dire que les 2 meilleures façons d'acheter, corrompre ou influencer quelqu'un, c'est l'argent et le sexe? Oui. Et numéro 3, je ne saurais pas quoi mettre, sérieux. C'était, malheureusement, c'est l'argent et le sexe. Et si, tu sais, j'aurais pu écrire un roman, là, on va dans la fiction, ou un service de renseignement, imagine une créature, un pion, un pigeon, appelez ça comme vous voulez, qui devient extrêmement riche, puis qui est à la tête d'un réseau de prostitution juvénile, pour essayer d'avoir de l'influence sur des gens. C'est une recette universelle. Et est-ce que ça a déjà été fait à d'autres niveaux? Oui. Est-ce que ça peut être ça, Epstein? La réponse prudente, et je crois élémentaire, c'est oui. On a-tu encore le temps pour une oui, histoire? Vas-y, ben oui, parce que je veux... Okay. Vas-y. Rapide, puis après ça, on conclut comme tu veux. Cathy Rumler. Oui. On en a parlé un petit peu
dernièrement dans les médias parce que c'était l'ancienne avocate numéro 1 de l'administration Obama. Puis là, il y en a peut-être qui vont nous écouter puis qui vont dire « Il n'a rien dit sur Trump ». Je pense que c'est assez évident là, qu'il y avait des liens avec Trump et je pense que c'est assez évident que l'administration Trump fait à peu près tout pour montrer le moins d'informations possible depuis le début de cette affaire-là. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, c'est une question de temps, on ne peut pas tout couvrir. OK? C'est pas parce que je pense qu'il est moins responsable ou plus responsable. Non, mais cet angle-là a beaucoup été couvert c'est ça. en passant. Mais c'est correct, là, mais c'est bon, correct. il a été couvert. On s'entend. Donc, le but, je pense, de notre entretien, c'est de donner une valeur ajoutée. Donc, en voici un bel exemple de ça. Cathy Rommler, donc l'avocate en chef de l'administration Obama. On s'entend que travailler à la Maison-Blanche comme avocate, là, c'est dur à battre en niveau de prestige. Tu as typiquement une vingtaine, trentaine d'avocats qui travaillent. Elle, c'est la numéro 1. OK? Part de l'administration Obama, devient l'avocate numéro 1 chez Goldman Sachs. Ah, c'est drôle, hein, pareil? Comment le monde de la haute finance et encore une fois le monde politique, quand on est aux plus hauts échelons, sont interconnectés. Donc, cette femme-là est appelée à quitter ses fonctions dans les derniers jours parce que là, ça fait comme trop de révélations qu'on a de ses liens avec Jeffrey Epstein. Voici un lien pour tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été publié dans les derniers jours sur Mme Rommler que, personnellement, je n'ai vu sortir par à peu près aucun média majeur américain. Alors qu'elle était l'avocate numéro 1 de l'administration de M. Obama, elle a reçu un prix personnellement du directeur de la CIA. Donc, la première question, soit ça passe à Sylvain, qui devrait être posée, c'est qu'est-ce que la CIA fait à donner un prix qui n'est même pas public, qui n'est même pas annoncé publiquement à l'avocate du président et de son administration? Première question. Deuxième question qui devrait être posée, mais qui a été recensée par à peu près personne, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que la journée même, dans les heures qui ont suivi, un de ses premiers réflexes, ça a été d'écrire personnellement à Jeffrey Epstein pour l'informer de ça? Alors que ce type-là, en principe, c'est un riche financier. Ouais. C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? C'est pourquoi? Est-ce qu'un jour, on va en connaître la vérité? Là, dans le dernier segment, en passant, on a été un peu dans les hypothèses. Tout le reste, on était dans le factuel. Ouais. Est-ce qu'on va la connaître un jour, la vérité? Moi, je pense que non, en passant, pas au complet. Parce que si effectivement la piste des services de renseignement ou tout ça est évoquée, puis etc., je vous rappelle la conclusion. On va terminer en cinéma. Tiens, on va lâcher JFK. Suspect de convenance, Usual Suspect. C'est un de mes films préférés. Kaiser Soze, qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est pas grave si vous n'avez pas vu le film. Le plus grand mensonge que le diable a inventé, c'est qu'il n'existe pas. Les services secrets, ce qui fait en sorte qu'ils sont puissants, c'est justement parce qu'on les voit pas. Ils sont pas là, c'est le propre même de leur influence. Raphaël Jacob. Comment tu veux que je batte ça comme conclusion? La seule chose que je peux dire, c'est que la seule chose que tu as mentionnée avec laquelle je suis en désaccord, parce que ça a été un énorme plaisir, je tiens à le dire sincèrement, c'est la suivante. Quand tu dis c'est pas grave d'avoir vu The Usual Suspects, c'est grave. Ouais, t'as raison. Voyez-le et True Detective, les 2 premières saisons. Ouais, on vous a fait des recommandations en plus. Mais merci, il y a un lien Raphaël. avec la dernière et la première aussi. La dernière est à voir. 11h34, très courte pause.